Les grossesses en milieu scolaire en baisse de 25% grâce au plan de lutte engagé par le gouvernement. C'est l'une des bonnes nouvelles annoncées ce mercredi au Conseil des ministres. Pose la première pierre du poste électrique d'Akoupé-Zedji. Il servira à l'alimentation en électricité de la nouvelle zone industrielle de PK24. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, des experts sont réunis ici même à Abidjan. À l'étranger, en Afrique du Sud, on vote pour les municipales. Un test pour le président Jacob Zuma et son parti, l'ANC, l'African National Congress. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le Conseil des ministres, tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, a été l'occasion pour l'exécutif ivoirien de faire le point de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et du plan de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. S'agissant du PENIA, plus de 1 200 000 emplois ont été créés dans le secteur agricole de 2012 à 2015. Et s'agissant des grossesses en milieu scolaire, ce phénomène a connu une baisse de 25% sur les 2 dernières années grâce au plan de lutte engagé par le gouvernement. Le gouvernement qui a également adopté un projet de loi portant nouveau régime juridique de la presse. Compte rendu Mahamadou Traoré et Awa Touré. Lancé en février 2014 par le gouvernement, le plan d'élimination des grossesses en milieu scolaire porte aujourd'hui ses fruits. 3 828 cas de grossesse enregistrés en 2015 contre 5 073 en 2013, soit une baisse de 25% de ce phénomène, obstacle à la scolarisation des jeunes filles. Le gouvernement entend maintenir le cap. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts de construction de collèges de proximité, de lycées de jeunes filles, ainsi que l'extension des cantines scolaires à l'enseignement secondaire en vue de réduire significativement la vulnérabilité des jeunes filles scolarisées. Il faut dire aussi qu'une attention particulière continuera d'être accordée à certaines régions du pays, notamment celles de Bandoukou, de Daloa, de Yamoussoukro et d'Abidjan, où une persistance du fléau est notée. Autre bilan dressé au cours de ce conseil, celui du PENIA, Programme national d'investissement agricole. Sur la période 2012-2015, ce programme a favorisé la création de 1 272 722 emplois directs et généré 5 662 milliards de francs CFA de revenus pour les producteurs. Pour consolider ce bilan, l'exécutif ivoirien vient d'adopter une série de mesures. Le Conseil a donné son accord en vue de la mise en œuvre des mesures urgentes et des projets structurants, notamment la mise à la disposition de l'ONDR de 4 000 tonnes de semences de riz, l'appui à la production et à la mise sur le marché des produits maraîchers, du manioc, de la banane plantain, de l'igname, ainsi qu'une plateforme de commercialisation entre les producteurs, les transformateurs, les commerçants des produits, du manioc, des autres produits d'ailleurs aussi. Bonne nouvelle pour les usagers de la route. Le Conseil des ministres a approuvé la mise en œuvre du Programme national de développement routier 2016-2025. Coût de ce programme, 3 360 milliards de francs CFA. Le Programme national de développement routier 2016-2025 a pour ambition la préservation du réseau bitumé existant, la remise à niveau et la poursuite de l'entretien du réseau de routes non revêtues, la poursuite du bitumage du réseau structurant ainsi que le développement du réseau autoroutier. Le programme prévoit un renforcement et une extension des voiries urbaines de la ville d'Abidjan ainsi que la construction de grands ouvrages d'art. Pour les villes de l'intérieur du pays, il est également prévu une extension du revêtement pour les chefs-lieux de district,
pour les chefs-lieux de région et pour les chefs-lieux de département, avec dans chaque cas un kilométrage précis à bitumer. Au chapitre des projets de loi, le gouvernement a autorisé le président de la République à ratifier l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé en novembre 2008. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi portant nouveau régime juridique de la presse. Ce projet vise à adapter le cadre juridique de la presse aux exigences actuelles liées à l'évolution du secteur. Il prend en particulier en compte les nouveaux médias, notamment ceux utilisant les technologies de l'information et de la communication, la diffusion par Internet, les réseaux téléphoniques, etc. Ce nouveau dispositif, par ailleurs, assouplit les conditions de création de l'entreprise de presse en Côte d'Ivoire et renforce la liberté de presse dans notre pays. Il exclut notamment la peine d'emprisonnement pour des faits qualifiés de délit de presse. Il prévoit notamment l'exclusion de la garde à vue et il prévoit également l'exclusion de la détention préventive quand il s'agit, je le précise bien, de délit de presse. Après plusieurs concertations entre l'État et les industriels, la phase de sensibilisation et de répression en vue du respect de la mesure d'interdiction des sachets devrait bientôt entrer dans sa phase active. Autre annonce faite à l'issue du Conseil des ministres, dont la prochaine réunion est annoncée pour le 31 août. Et bien entendu, le communiqué complet de ce Conseil des ministres vous sera proposé. Après ce journal, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à la pose de la première pierre du poste électrique d'Akupé-Zedji. Ce poste important est destiné à l'alimentation électrique de la nouvelle zone industrielle de PK24. Les travaux de construction de cette infrastructure de base démarrée en octobre 2015 prendront fin au dernier trimestre de l'année 2016. Suivez plutôt. De l'électricité de qualité pour Akupé-Zedji, pour Atingué et autres villages environnants, mais surtout pour répondre à la forte demande en électricité du district d'Abidjan. C'est tout le sens de cet important projet porté par le gouvernement ivoirien pour un montant global d'environ 15 milliards de francs CFA. La cérémonie de pose de la première pierre du poste PK24 intervient après celle d'Anoumambo le 30 septembre 2014, d'Azito le 23 octobre 2014 et d'Agibi le 4 septembre 2015. Il s'agit de répondre à une demande forte tirée par une croissance économique qui sera raffermie d'année en année depuis 2012. La construction du poste source 225 kV du PK24 est un signal fort de la capacité du secteur électrique à accompagner la dynamique économique en cours. Ça nous a pris 18 mois pour fabriquer tous les équipements pour être sur ce terrain. Le présent projet d'Akupé-Zedji est le 7e chantier de création et de renforcement des postes sources depuis 2011, contre un seul sur la décennie précédente, ce qui illustre bien les ambitions actuelles de la Côte d'Ivoire de fournir de l'électricité très bonne qualité et à moindre coût à toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Les populations d'Akupé-Zedji sont heureuses d'accueillir sur leur terre ce poste de transformation électrique. Nous sommes contents, nous sommes fiers du président Alassane Ouattara que Dieu lui donne assez de force, assez de santé et assez d'argent pour qu'il continue de bâtir la Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, tous ces efforts entrepris répondent aux défis économiques et sociaux de la grande vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et le reportage était signé Herman Guivet. L'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire a commémoré l'accession du roi Mohamed VI au trône en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement ainsi que de nombreux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Après les régions du Lodjiboua et de la Nawa, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était dans la région du Gontougo, dans le district du Zanzan, où il a procédé à Dimandougou, une sous-préfecture du département de Sandégué,
à l'investiture de 35 chefs traditionnels du département de Sandégué donc, et à la remise officielle des locaux de la sous-préfecture de cette localité. Ahmed Bakayoko a invité ses chefs traditionnels à se mettre au service des populations. Compte rendu à Boussanogo. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a Dimandougou, sous-préfecture relevant du département de Sandégué dans la région du Gontougou. Investir les 35 chefs traditionnels du département, remettre officiellement les locaux de la sous-préfecture de la localité, ce sont les principales raisons qui ont conduit le ministre d'État Ahmed Bakayoko dans cette grande localité. Remettant les arrêtés de nomination aux patriarches issus des 4 sous-préfectures que compte le département de Sandégué, Ahmed Bakayoko a relevé l'importance de la préservation des traditions. Il a ensuite exhorté les chefs traditionnels à faire preuve d'équité et de justice et à être à l'écoute et au service de leur population. C'est important que nous les jeunes, vos cadres, nous puissions accorder une grande importance à vous, les chefs, gardiens de nos traditions, de notre racine. Car aujourd'hui, le monde est en compétition. Les civilisations sont dans un dialogue où l'Afrique doit apporter sa particularité, son message. Dans la localité de Bondia, dans le département de Tanda, plusieurs imams ont prié pour le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement, en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko et du ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani. Après Gondia, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur Amanvi, sous-préfecture du département de Tanda, également chef-lieu du royaume Bron, pour une rencontre avec le roi des Brons, Nana Adengra Kwasi Adjoumani, à la cour royale et tous les chefs de province. Le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire s'accélère. Rentré d'exil il y a un mois, l'ex-ministre Kadé Bertin et l'ancien sous-directeur de la garde côtière, le commandant Kakoubrou, ont reçu cet après-midi leur arrêté de réintégration à la fonction publique. Ils pourront reprendre fonction dès demain, ont souligné les ministres Mariétou Koné et Pascal Abinan. Sylvie Touré pour les détails. Qui ouvre à nouveau les portes de la fonction publique à l'ex-ministre Bertin Kadé, ainsi qu'à l'ex-sous-directeur de la garde côtière, Kakoubrou. Ils pourront reprendre la craie pour l'un en sa qualité d'enseignant-chercheur, avec en sus ses avantages d'ancien ministre, et pour l'autre, son galon d'officier de la police maritime, seulement un mois après leur retour d'exil. Cela traduit effectivement que le processus de la réconciliation nationale est en marche et est une réalité. Je voudrais exprimer ma grande joie aujourd'hui de me voir au niveau de mon ministère en tant que lieutenant-colonel qui bientôt va prendre fonction et servir son pays en toute humilité, dans un esprit républicain et de façon loyale. La nouvelle est bonne et ce sont les ex-exilés qui en apprécient mieux la portée. Ce sont toutes ces actions qui participent de la cohésion nationale. Et c'est pourquoi, à cet instant précis, je voudrais lancer un appel solennel à tous ceux de nos camarades, à tous les Ivoiriens qui aujourd'hui sont encore en exil. C'est ici notre pays. C'est ici que nous devons nous développer pour faire progresser notre pays. Je sais qu'il y a eu des problèmes et qu'il y en a encore. Mais si nous sommes ici, nous pouvons chercher à négocier pour que ces problèmes-là soient réglés. Bertin Kadé et Kakoubrou ne sont pas des exceptions, encore moins des privilégiés. La mesure concerne tous les fonctionnaires qui avaient fui le pays à l'occasion de la crise post-électorale, ont précisé les représentants du gouvernement. Bon, le président de la République nous a donné des instructions pour qu'on les réintègre, tous. Quand on revient d'exil, on ne va pas en prison, au contraire, on reprend le chemin du travail. Il y a 2 semaines, il y avait plus de 100 personnes qui avaient leurs documents de réintégration sur le bureau de M. le ministre de la fonction publique qui devaient les signer. Aujourd'hui, nous remettons symboliquement à ces 2 personnes en tant que figure emblématique. Ça va continuer, ça a commencé avant et ça continue. Un message qui sonne comme un appel de la patrie à ses enfants encore réticents à s'engager sur le chemin du retour. Sur les 300 000 personnes qui avaient fui le pays en 2011, il en reste environ 45 000, dont 21 000 au Libéria,
11 500 au Ghana, 2 500 au Togo et 7 300 en Guinée. Voilà, ce communiqué maintenant, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale la communique en application des dispositions du Code du travail déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 7 août 2016, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 8 août 2016, le lendemain de la fête nationale, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national et c'est signé Moussa Dosso. Le rôle des femmes dans la prévention des conflits était au centre d'une conférence à l'ambassade des États-Unis. Objectif de cette conférence, initiée par l'ONG Coordination des femmes de Côte d'Ivoire pour les élections et la reconstruction post-crise, c'est mettre en avant les contributions des femmes pour éviter les conflits. Salima Toudia, Thomas Gessambi pour les détails. Conflits, guerres, menaces sécuritaires assorties de terrorisme, les étangs du fil à retordre. Mais ce contexte d'insécurité grandissante est impérieux pour tous. Ce jeudi à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, l'heure était aux échanges sur le sujet avec la coordination des femmes de Côte d'Ivoire pour les élections et la reconstruction post-crise. Pour l'ambassadeur Terence Markerly, l'approche genre est à prendre en compte face à l'extrémisme violent. Une lutte efficace contre l'extrémisme doit impliquer chacun d'entre nous, y compris les femmes. L'autonomisation des femmes est essentielle pour vaincre l'extrémisme violent. Nous devons renforcer les capacités des femmes et les impliquer pleinement et à tous les niveaux de la lutte contre l'extrémisme violent. À la paix comme à la guerre, les femmes veulent être dans le même bateau que les hommes. On constate même au niveau du CNS, qui est la Commission nationale de sécurité, il n'y a pas de femmes. Même si le travail est bien fait là-bas, mais il sera beaucoup plus pertinent s'il y a des femmes. Sens d'alerte, capacité d'écoute et de médiation, les femmes veulent mettre leurs atouts au service de la lutte contre la violence. Nous préconisons qu'il y ait des structures communautaires d'alerte précoce formées avec des femmes comme monitrices. Et donc, lorsque ces informations qu'elles ont au quotidien, quand elles collectent ces informations et qu'elles sentent la nécessité de porter cette information-là parce qu'il y a un risque potentiel, que ces informations-là soient portées, par exemple, au chef de la communauté, aux responsables de la police ou ce genre de choses-là pour que des actions qui ne dépendent pas d'elles puissent être prises. Des stratégies que les femmes du COFEM-CIREPC entendent porter au sommet des instances de décision pour une mise en œuvre et une action prometteuse. Au chapitre éducation, on s'intéresse à la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Comment assurer la mise en œuvre efficace? La question mobilise Aya Moussokro, le ministère de l'Éducation nationale, ses partenaires techniques et financiers, ainsi que les autres ministères et structures d'éducation et de formation. Pendant 4 jours, ils vont réfléchir afin de trouver la matrice d'action prioritaire pour une politique inclusive qui garantisse l'insertion socio-économique des jeunes ivoiriens. La ministre de l'Éducation nationale a procédé au lancement des travaux. Le compte-rendu est signé Léon Brou. L'année scolaire passée, l'effectif des apprenants du primaire, par exemple, a augmenté de 14%, passant à 95,4% contre 87,8% en 2011. La scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans voulue par le président Alassane Ouattara a donc déjà rapproché l'école de la communauté. Reste que cette politique prenne en compte tous les enfants cibles, dont les 2 millions restés hors du système éducatif la même année et garantisse l'insertion socio-économique. Autant de questions auxquelles l'UNICEF invite à répondre. Cette réunion vise la définition du socle commun de connaissances et de compétences de base essentielles pour l'éducation et la formation d'une citoyenne. Réfléchissent aux côtés de la tutelle tous les ministères qui disposent d'offres d'éducation et de formation. Cette action concertée va assurer à la politique de l'école obligatoire du chef de l'État sa garantie. L'accès équitable à une éducation de base de qualité qui leur permette d'acquérir les connaissances et compétences indispensables à leur plein épanouissement. L'accès à une formation
débouchant sur un emploi, ainsi que leur participation citoyenne au développement de la nation. Prioritaire pour l'efficience de la politique de scolarisation obligatoire, prise en charge des enfants hors du système éducatif, détection précoce des enfants en difficulté d'apprentissage, création de passerelles, contribution spécifique de chaque ministère. Au total, 4 jours ponctués de communication pour identifier ses voies et moyens. Troisième titre de ce journal, et il est relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent. Des experts de la cellule nationale de traitement des informations financières et des représentants d'institutions financières font l'état des lieux de l'ensemble des actions de mise à niveau du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les détails toujours avec Sephora Zegui. Le blanchiment de capitaux, une pratique peu connue de la population. Le blanchiment d'argent, c'est l'argent qui n'est pas propre. Je ne connais pas le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent est un délit pénal qui consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui, en vérité, proviennent d'activités illicites telles que le trafic de drogue, les actes criminels, la corruption, la prostitution, le trafic d'armes et certains types de fraude fiscale. La Côte d'Ivoire a mis en place un cadre législatif, réglementaire et institutionnel qui a fait l'objet d'une évaluation par les experts du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, et des partenaires au développement en 2012. Depuis, les autorités ivoiriennes s'activent à combler les lacunes relevées il y a 4 ans. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, d'où la tenue d'un atelier de préparation d'un rapport d'évaluation. Ce qui nous a été reproché particulièrement, c'est de continuer à mettre notre dispositif national en conformité avec la Bible de la lutte contre le blanchiment de capitaux qu'on appelle les 40 recommandations du GIABA. Donc nous sommes conformes tantôt, partiellement conformes par ici et non conformes par ailleurs. Donc pour les recommandations où nous sommes non conformes ou partiellement conformes, il a été recommandé à la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre tous les moyens pour pouvoir améliorer cette notation. La Côte d'Ivoire présentera son 4e rapport de suivi au cours de la 26e réunion de la commission technique du GIABA prévue pour se tenir en novembre prochain. Le reportage de Sephora Zegui était commenté par Adama Koné. Et puis 2 jours après l'entrée en vigueur de la mesure de réajustement des tarifs du transport, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Ibrahim Diaby, a animé une conférence de presse. Selon lui, le bilan est positif dans certaines communes, mais la campagne de sensibilisation se poursuit pour que les nouveaux tarifs soient bien appliqués. Perpétuellement, Chantal Akonda. 3 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification du transport à Abidjan, le Haut Conseil des transporteurs fait le point. Selon le directeur Ibrahim Diaby, le bilan est satisfaisant. L'ensemble des communes au niveau du district d'Abidjan s'emploient donc à faire en sorte que la mesure soit appliquée. Comme on l'a dit, nous continuons la sensibilisation et les réglages nécessaires à faire pour qu'elle soit appliquée à 100%. Certaines lignes n'appliquent pas encore le nouveau tarif. Pour cela, le Conseil du haut patronat a constitué un comité de suivi sur tout le territoire national pour sensibiliser et veiller au respect des tarifs retenus. Nous avons ce qu'on appelle des équipes de veille, composées des délégués communaux qui sont avec des troupes qui sont composées des chefs de ligne, des chefs de gare, des surveillants, pour que véritablement la question de la pédagogie soit vraiment de mise. Le Haut Conseil des transporteurs entend poursuivre l'action de sensibilisation pour le bien-être des populations. La ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, Afoussiata Bambalamine, a échangé hier mardi avec le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI. La rencontre qui s'est déroulée au plateau a été l'occasion pour la ministre Afoussiata Bambalamine d'évoquer les difficultés du secteur avec les patrons de presse. Entre autres sujets abordés, la prolongation de l'aide de l'État à l'impression des journaux et l'entrée du GEPSI dans le capital des 10 presse sociétés distributrices de journaux.
Et puis la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, en sa qualité de marraine, a reçu les lauréats des Oscars de la musique ivoirienne, manifestation de distinction des meilleurs artistes ivoiriens organisée le samedi 30 juillet au Palais de la Culture de Trècheville. La ministre de la Communication a, au nom du gouvernement, remis la somme de 4 millions de francs aux lauréats. Issaïo Aboussanogo. 4 millions de francs CFA. C'est le montant remis aux lauréats de la première édition de la cérémonie de distinction des Oscars de la musique ivoirienne par la ministre de la Communication. En sa qualité de marraine de la cérémonie, Afoussiata Bamba Lamine entend par ce geste transmettre les félicitations et encouragements du gouvernement à ses créateurs des œuvres de l'esprit. C'est un plaisir, on est très heureux d'être là parce que pour un groupe comme tout gars qui a commencé la musique en 2006, ce trophée est un encouragement pour notre détermination et on remercie tous nos fans. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique ivoirienne et aujourd'hui nous n'avons pas d'événement pour nous distinguer. Il était vraiment temps que cet événement arrive. Merci aussi à Madame le ministre qui a bien voulu aussi nous accompagner. Surtout je voulais dédier ce trophée à tous mes fans, tous ceux qui aiment Baïs Mito et surtout à tous mes pères qui sont partis très tôt. On est vraiment considérés et d'être reçus par Madame la ministre, vraiment ça fait chaud au cœur. Voilà. Juste pour dire que désormais on est des lauréats, donc il faut qu'on bosse encore plus dur. La Côte d'Ivoire est une référence sur le plan musical en Afrique. Et c'est pourquoi Afoussiata Bamba Lamine salue l'initiative d'une telle distinction. Grâce à vous, on connaît la Côte d'Ivoire et vous faites rayonner notre pays. Et pour moi, il était important que j'accepte donc de parrainer cette cérémonie. Le gouvernement est à vos côtés et que le gouvernement sait ce que vous faites. La première édition des Oscars de la musique ivoirienne qui récompense les meilleurs artistes du moment a permis de décerner 14 prix aux meilleurs chanteurs et 4 prix d'honneur. Les 8e Jeux de la francophonie, vous le savez, seront organisés en 2017. Mais avant, le ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, Robert Beugri-Mambé, a visité les chantiers du canal aux bois, du parc des sports et du stade Félix Houphouët-Boigny. Objectif, se rendre compte de l'avancée des travaux. Issaïo Aboussanogo. Pas de temps à perdre pour le ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Moins d'une semaine après sa nomination, le ministre Robert Beugri-Mambé effectue une visite de terrain. Une première visite qui le conduit au canal aux bois, au parc des sports à Trècheville et au stade Félix Houphouët-Boigny, au plateau. Objectif, se rendre compte de l'effectivité de l'avancée des chantiers. Au cours de cette visite, les techniciens du Bureau national d'études techniques et de développement BNET font le point des travaux effectués et informent le ministre sur ce qu'il reste à faire. Ayant pris le pouls de la situation, le ministre Robert Beugri-Mambé promet de tout mettre en œuvre pour que la réalisation des infrastructures se fasse dans les délais. Les 8e Jeux de la francophonie sont prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Le reportage était commenté par Adama Koné. Les Jeux olympiques de Rio 2016 débutent le vendredi 5 août et la Côte d'Ivoire sera dignement représentée. Une délégation d'une 50aine de personnes, dont 11 athlètes dans 6 disciplines, participeront à ces Jeux. Un budget de 642 millions de nos francs a été déboursé par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir la participation de la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne, accompagnée par le ministre de tutelle François Amichia, s'envole pour le Brésil ce mercredi soir. Mais avant, le ministre a animé une conférence de presse hier mardi à son cabinet, Salimatou Dia, Gabriel Zani, pour les temps forts. Les athlètes ivoiriens prêts à entrer dans les rangs des compétiteurs pour les Jeux olympiques de Rio 2016 prévus du 5 au 21 août. Ils sont 11 athlètes de 6 disciplines, notamment l'athlétisme, l'escrime, la natation, le judo et le taekwondo, qui devront défendre haut les couleurs du pays. 642 millions de francs CFA ont été déboursés par l'État pour leur participation. Un budget global qui prend en compte les athlètes, leurs encadreurs, les présidents des 6 fédérations sportives qualifiées, les officiels ainsi que la prime de participation qui s'élève à 103 millions de francs CFA. Selon le ministre des Sports et des Loisirs, le gouvernement attend une participation digne des athlètes ivoiriens. Le peuple ivoirien aujourd'hui est un peuple exigeant en bonnes nouvelles.
Et il est rare de rencontrer des gens qui vous disent « Oh, vous n'allez pas revenir avec quelque chose ». Tout le monde vous dit « Revenez-nous avec 2, 3 ». Il y en a même qui sont exigeants, qui vous disent « Médaille d'argent, médaille d'or ». Moi, je dis, quelle que soit la couleur, ramenons une médaille. Ramenons-en 2. 240 millions de francs CFA avaient été décaissés et répartis entre les 6 fédérations concernées pour la préparation des athlètes. Ce mercredi soir, la délégation ivoirienne, forte de 50 personnes, accompagnée par le ministre François Amicha, s'est envolée pour le Brésil, d'où elle compte revenir triomphante. On reste en sport avec la Coupe nationale. Le CU a battu la FAD cet après-midi en demi-finale de la Coupe nationale et attend le vainqueur du match à Sec Stella pour le match de la finale. À l'étranger, journée de vote en Afrique du Sud avec un scrutin municipal. Ces élections prennent des allures de test politique pour l'ANC, le parti au pouvoir, et pour Jacob Zuma, qui a son second mandat. À Joubert Park, où se trouve l'un des plus grands bureaux de vote du pays, en plein cœur du quartier populaire d'Ilbro, à très forte majorité noire. Les électeurs font la queue depuis l'aube et pour l'instant, jusqu'à 18h, tout semblait plutôt bien se dérouler. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne des grands événements. À très bientôt.